Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mardi 12 novembre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Cécile Lopez et Christine Ominal pour parler de clowns dans les hôpitaux. Nous enchaînerons ensuite avec Hugues de Vries pour sa chronique jardinage et enfin de la culture avec le Starting Block, la salle de spectacle de Bernex. Mais avant toutes ces réjouissances, on va voir les titres du journal avec toi, Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, on va parler notamment de l'hiver. On sait que la neige a commencé à tomber la semaine dernière, ça va continuer cette semaine. Et l'hiver commence à doucement arriver. Et oui, la neige, ça sent la neige. Et jusqu'à Paris, jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel, où tu es allé, Seb, assister à la traditionnelle conférence de presse de l'association France Montagne, qui regroupe les différents acteurs des stations de ski. Et on verra les dernières actualités pour cette saison. Et puis un exercice grandeur nature auquel tu as assisté du côté de Chambéry. Exactement, là c'était du côté du château des Ducs. On verra un reportage sur ce grand exercice d'incendie. C'était une simulation d'incendie dans un bâtiment historique avec bien sûr comme enjeu de préserver les œuvres d'art. Merci beaucoup Victoria, à tout à l'heure pour le journal. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique Dans l'actu, comme il est de coutume. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Cécile Lopez, Christine Ominal. C'est ça. Alors, Cécile, vous êtes comédienne. Oui. Vous êtes aussi clown professionnel. Tout à fait. Christine, vous occupez des actions culturelles au sein du Change, le centre hospitalier Annecy-Genevois. Vous êtes toutes les deux présentes pour nous parler d'un bel événement qui aura lieu ce jeudi soir. Exactement. Ah ben voilà, tant bien, le spectacle, ça marche pour moi. Donc c'est un spectacle que je joue depuis 7 ans. Plus de 400 représentations déjà. Un peu plus, oui. Donc c'est un spectacle qui marche? Ouais, on va dire que ça marche, ça va. Et que j'ai plein de choses à vous dire, puisque c'est sur les chaussures, il y a des personnages. Voilà, c'est surtout un grand moment de partage, de convivialité. Et ça me tient à cœur, en fait, de jouer pour les instantanés, parce que c'est une association aussi dont je fais partie. Mais c'est surtout pour qu'on puisse intervenir encore et encore auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Et je pense que, voilà, moi, ça me fait super plaisir de partager ce moment et de jouer pour l'association. Quelques mots justement sur cette association, les instantanés EZ. Oui, EZ. Ouais. Alors les instantanés, nous sommes 7 clowns professionnels. J'insiste sur le professionnel puisqu'on est formé pour ça. On n'est pas juste clown Du dimanche. Voilà, du dimanche et hop. Tout. C'est vrai que voilà, il y a une formation et on a aussi des supervisions. Et c'est important de se dire que bah voilà, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Tout le monde ne peut pas être clown à l'hôpital en fait. C'est pas un spectacle. On va aller rencontrer une personne, on va visiter une personne et on va improviser à partir de ce qui se passe, à partir de l'état aussi de la personne qu'on va visiter. Alors on n'a pas précisé, au Change, vous intervenez dans le service de gériatrie. Gériatrie, oui, tout à fait. Christine, alors quelle est selon vous l'importance des actions culturelles dans leur ensemble? Je ne parle pas forcément du spectacle celui-ci, mais dans leur ensemble, dans la vie d'un hôpital. L'importance des actions culturelles dans la vie d'un hôpital, c'est d'apporter des moments qui sont différents, de faire en sorte que la personne qui se retrouve en situation de rupture avec son quotidien, de rupture de lien social, d'angoisse aussi, ait des petits moments de légèreté. On peut avoir des moments de légèreté, des moments de poésie, des moments de drôlerie à l'hôpital. Ça peut passer par différents vecteurs comme la musique, comme des expositions, comme le clown. Et ça, c'était une intervention qui a été mise en place à la demande des personnels. Ce sont vraiment les équipes qui l'ont souhaité. Et je dois dire que pour avoir eu la chance de voir Cécile à la fois dans son spectacle à Lyon, à l'Espace Gerson, et en tant que clown, c'est vraiment une spécificité du métier d'acteur et aussi une spécificité du métier de clown. Ça apporte beaucoup de poésie. Ce n'est pas un spectacle. C'est vraiment un moment de libération d'émotions positives. Vous avez le sentiment de leur apporter cette fameuse émotion positive à ces patients? Oui, tout à fait. C'est vraiment, pour nous, l'essentiel, c'est pas le résultat en fait, c'est la rencontre. Et à partir de ce qu'on va partager, selon la personne où elle en est, parce que bon, il y a des personnes qui sont très vaillantes, très énergiques, donc là, on va aller à fond. Et puis il y a des personnes aussi qui peuvent être en fin de vie. Et là, du coup, on va être dans quelque chose de tout petit.
Mais ce tout petit, ça va réveiller ce moment de vie qui est encore là, en fait, qui est encore présent. Ce type d'intervention d'artiste, de clown, ça peut compléter les soins thérapeutiques? Ah oui, tout à fait. Ça a cette vocation? Ah, tout à fait. Ce n'est pas fait à côté du soin, mais c'est vraiment fait en concertation avec les équipes. Quand les clowns arrivent, avant de revêtir leur tenue de clown, elles ont toujours en civil un moment d'échange avec les équipes pour prendre un Sur petit les peu, je résidents. dirais, voilà, la température, si j'ose dire, de la journée, savoir dans quel état sont tel ou tel résident, lequel il faut aller voir en priorité. Et puis, il y a toujours un temps d'échange après pour savoir comment ça s'est passé. Et parfois, il peut y avoir des choses très, très surprenantes de personnes qui n'ont pas la capacité de communiquer par la voix, et ça passe par le toucher, par l'odeur aussi. Ouais, Il y a des moments qui sont vraiment très, très émouvants, même pour la professionnelle que je suis, et même pour les professionnels du soin, j'en ai vu parfois au bord des larmes, tellement ils étaient touchés. Et c'est un moment différent. On n'a pas parlé des personnels, mais pour les personnels aussi. C'est aussi un moment et de... les familles, pour les c'est équipes. énorme. Elles en ont besoin? C'est énorme. Oui, ils en ont besoin. Oui, oui, ça peut être lourd. Et ça fait la 4e année. Il y a eu un test. Ça n'aurait pas duré si ça n'avait pas apporté ça. Est-ce que vous arrivez à mettre en place d'autres actions de ce type au sein du Change sur vos 2 sites? On arrive à en mettre d'autres. Il y a de la demande. Après, d'où la soirée de jeudi. Le nerf de la guerre, comme partout, c'est l'argent. Ce sont des interventions qui ont besoin pour perdurer. D'avoir des moyens financiers, ce sont des professionnels, donc bien évidemment on les paye. Et puis aussi, ça apporte beaucoup parce que ce sont des interventions régulières. À l'hôpital, on peut faire des choses un peu ponctuelles, comme le festival des agitateurs de rêve qui est venu. Là, il y a un suivi. Voilà, Oui, il y a ça rentre là pas il y dans a un suivi. l'animation, en fait. Ils Ça viennent rentre au dans un projet. moins une fois toutes les 3 3 semaines, donc dans 3 lieux. Ça aussi, ça crée du lien entre les 3 lieux de l'hôpital, Saint-Julien, Sénaux et Annecy. Et ça crée aussi du lien parce que les soignants les repèrent, les connaissent. Certains patients les attendent. Et ça aussi, c'est quelque chose. On attend un événement positif à l'hôpital. Cécile, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on travaille en milieu hospitalier, qui plus est avec des personnes âgées? Plus difficile. Alors, Quand on est un clown? oui, alors moi, je pars du principe que, en fait, comme je vous le disais, je vais rencontrer une personne, alors qu'elle soit petite, âgée, on va aussi auprès des publics des enfants polyhandicapés. Pour moi, c'est une personne. Voilà. Et en fait, je pense pas que ça soit plus difficile. C'est différent en termes parfois d'énergie. Et puis surtout, on essaye de ne pas infantiliser une personne âgée. On n'est pas là pour ça. On sait qu'elles ont du vécu. Voire même, elles nous apprennent des choses des fois. Et c'est riche, en fait. C'est riche de sens. Et je pense qu'en fait, on sous-estime parfois les personnes âgées parce que si on réactive un petit peu, on appuie un petit peu là où il y a de la vie, ça repart immédiatement et c'est magique. Enfin, moi, je trouve ça super enrichissant. Et vous arrivez à mettre vos émotions de côté? Tout à fait, grâce au clown, en fait. On ne l'a pas signalé, les recettes de cette soirée, donc jeudi, seront intégralement renversées à l'association instantanée. Voilà, Oui. ce qui permettra de pérenniser les interventions dans les 3 lieux, voire de les augmenter. C'est une très bonne nouvelle. Ça serait On laisse- super. Il reste encore des places, j'imagine? Il Ouais. reste encore des On rappelle places. la date, l'heure? Alors, jeudi Le lieu 14 novembre, À 20h, à la salle Pierre Lamy, à Annecy. Écoutez, le message est passé pour C'est super. pour un beau geste et pour Faire passer des un coucous, bon moment super. en un votre très bon compagnie. moment. Ouais. Oui, oui. Normalement, ouais. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci. Merci, au revoir. On passe notre rubrique jardinage avec notre chroniqueur patenté, Hugues de Vries. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Comment allez-vous? Bien, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes le créateur du potager de Menton-Saint-Bernard, Du château de Menton-Saint-Bernard. oui, chargé tout à de fait. la permaculture. Un lieu, d'ailleurs, ce potager est donc un lieu dédié à la permaculture. Est-ce qu'on peut rappeler déjà dans un premier temps ce qu'est la permaculture? Alors la permaculture, effectivement, ça n'adresse pas que le potager ou le jardinage. Hein. C'est un principe qui est une approche systémique, pour parler compliqué, qui vise à installer un système qui soit résilient, productif et durable en s'inspirant de la nature. Donc naturellement, la permaculture, le premier terrain de jeu, ça va être effectivement l'agriculture, voire l'agriculture maraîchère.
D'où ce projet de potager du château de Menton. Alors, vous avez organisé le 13 octobre dernier une journée qui s'est intitulée En gage de sens. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. Alors effectivement, c'était Le 13 octobre, c'était le grand moment du mois d'octobre, au-delà de la production de fruits et légumes. Donc avec Juliette de Menton, la belle-fille du propriétaire du château, on a organisé cette journée autour du développement durable qui proposait au fait à tout public plus de 20 ateliers autour du développement durable pour découvrir ou redécouvrir des principes issus du passé, mais utiles aujourd'hui, ou des nouvelles approches comme la permaculture, la phytothérapie, la naturopathie, viticulture, apiculture. Et c'était sous forme d'ateliers comme ça, avec des parcours. Et donc on a reçu essentiellement des familles, des personnes âgées, des jeunes. On a eu pratiquement 1500 personnes pour la première édition. Donc un beau succès populaire. Un super succès. C'était quoi l'objectif de cette journée précisément? Sensibiliser nos visiteurs, les visiteurs, à des gestes quotidiens, simples à reproduire à la maison, qui permettent à chacun de faire sa transition vers le développement durable. Fabriquer sa lessive, par exemple, soi-même. Reconsidérer les abeilles, reconsidérer les légumes, manger cru. C'est que chacun reparte avec des envies de faire chez soi, de faire mieux chez soi en fait. Vous sentez qu'il y a une vraie demande en ce sens? Il y a une vraie demande, hein, au point que cet événement qui s'est passé donc, le 13 octobre, on va le reconduire l'an prochain sous forme d'un week-end parce que on avait une file d'attente énorme et énormément d'enthousiasme de la part des gens. Bon, le soleil était de la partie, donc ça aide. Ça joue? Ça joue pas mal, mais il y avait vraiment une vraie ambiance et des interactions extrêmement riches. On sent qu'il y a un appétit énorme. Les gens cherchent du sens et réagissent par rapport à ce qui se passe d'un point de vue écologique, hein, réchauffement de la planète, etc. Les gens se disent, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Et c'est la réponse qu'on veut leur amener d'une façon locale et d'une façon simple. Et une façon gourmande, on est plus dans la séduction que dans la culpabilité. Donc voilà. Alors on est en plein cœur de l'automne, les températures ont sérieusement baissé ces derniers jours. C'est sûr, Une vague de froid est annoncée. Ouais. Mais est-ce qu'on peut quand même continuer à cultiver quelque chose dans son jardin à cette période de l'année? Alors il y a des légumes d'hiver, hein, le chou, la salade, des bêtes ou des blettes, suivant comment on appelle ça, des poirées. Donc il y a encore une Qui ne production craignent pas trop le froid. Qui ne craignent pas trop le froid. Après, il y a une certaine limite en dessous duquel on ne peut pas, il ne faut pas aller. Maintenant, il y a pas mal d'activités. C'est justement la nature ralentie, donc c'est le moment d'aller parfaire, améliorer son écosystème, faire des abris pour les prédateurs non nuisibles, ménager des petits bassins pour faire des petits écosystèmes aquatiques. Donc c'est le moment où on revoit un peu le design de son potager, parce qu'enfin, on a un petit peu de temps. Et donc ça permet justement de réorganiser un petit peu ses surfaces de travail. Après, il y a une activité qui est vraiment d'actualité, c'est la taille, que ce soit de la taille pour faire de la fructification ou plutôt de la taille d'ornement ou simplement de la taille pour contenir ces arbres ou ces arbustes. Et ça génère pas mal de déchets verts, à savoir plutôt des rameaux, hein, puisque les feuilles sont tombées ou sont en train de tomber. Et on peut, en les broyant, produire ce qu'on appelle du BRF. Hein, donc c'est du bois raméal fragmenté. Bon, on va rester sur l'acronyme, ce sera plus simple. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et cette matière, déjà, c'est très intéressant de l'utiliser plutôt que de l'amener en déchetterie. C'est intéressant. C'est un cercle vertueux en plus. Exactement, voilà, on renourrit finalement son sol. Et il faut savoir que ce BRF, justement, contient des protéines, des minéraux, du sucre, de la lignine et des antibiotiques naturels. Et le fait de les mettre en paillage sur ces surfaces de culture, en fait, par la présence de ces antibiotiques naturels, vont assainir le terrain. Alors ce qu'il faut savoir, il faut le faire avec parcimonie, c'est-à-dire 1 ou 2 cm maximum et une fois tous les 2 ans ou les 3 ans, suivant les apports d'azote qu'on va faire par-dessus. Parce que quand je parle de BRF, on va parler un petit peu technique, c'est un apport 100% carboné. Il faut savoir que pour faire un bon compost, il faut à peu près 70% de carbone et 30% d'azote. Pour faire simple, l'azote, c'est tout ce qui est vert en fait. Donc si vous mettez trop de carbone, vous allez créer ce qu'on appelle une dette ou une faim FAIN d'azote. Et du coup,
vous allez transformer une surface en une surface impropre à la culture. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Vous en utilisez du BRF J'en sur le utilise, potager à Menton? J'en utilise et quand j'en ai trop, tout simplement, j'en mets dans les allées. Parce que dans les allées, on veut finalement pas d'adventice, ce qu'on appelle le vrai terme pour la mauvaise herbe, parce qu'il n'y a jamais vraiment de adventice. Il n'y a jamais vraiment de mauvaise herbe. Et ça permet de contenir effectivement ces adventices. Et puis le broyat, le BRF va se décomposer tout seul et on va pouvoir recharger sa planche de culture une fois que le travail de compostage se sera fait. Et l'intérêt d'amener ce BRF sur le terrain, c'est qu'on va favoriser la venue des décomposeurs, que sont les colomboles, que sont les champignons. Et du coup, on va installer un petit écosystème dans notre surface potagère, donc c'est intéressant. Je sens que c'est une période que vous appréciez, vous, l'automne, la transition automne-hiver, en tout cas pour continuer à jardiner. Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas une période que je n'aime pas, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des choses à faire, donc ça permet de prendre un petit peu de recul. La nature se repose, pas nous, mais on a une activité relativement dense encore aujourd'hui. On termine cette chronique avec les événements à venir pour le potager, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. J'imagine qu'il y a plein de choses de prévues. Il y a plein de choses de prévues, notamment, alors il y a un événement clé qui va se passer le 29 novembre à l'auditorium de l'école Saint-Michel à Annecy. Il y a l'association Grandir et Créer qui propose une conférence à 3 voix. Et la première intervenante, ça va être Perrine Hervé-Gruyé, qui est de la ferme du Bec et Loin, une des cofondatrices, Charles et Perrine, qui, pour tous les gens qui s'intéressent à la permaculture, est la ferme de référence en France en permaculture. Ça fait 15 ans qu'ils font ça. Elle vient nous raconter son histoire, donc ça va être un très très beau moment de partage. J'ai passé un peu de temps là-bas, c'est des gens extraordinaires et un lieu paradisiaque et très inspirant. Et la deuxième partie, j'aurai l'honneur et le plaisir de faire une conférence sur que ce qu'on peut tirer de la permaculture, quels sont les enseignements tirés de la permaculture pour le monde de l'entreprise, un autre univers vivant. Donc je vais parler de ça. Et la conclusion, ce sera Sébastien Henry qui va nous parler du rapport entre les enfants et la nature. Donc le 29 novembre, date à noter à l'auditorium de l'école Saint-Michel. Et puis pour finir, en décembre, je commence une semaine de formation, une pleine semaine de formation en permaculture au château. Même au mois de décembre, c'est possible. Il y a plein de choses à expérimenter, plein de choses à se raconter. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces bonnes idées. On vous souhaite à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on se reverra bientôt. Régulièrement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonsoir. Allez, on passe à la culture pour terminer cette première partie avec mes deux dernières invités, Manon Servoz et Marie-Yvonne Audouin-Paon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler du Starting Block, la salle de spectacle de la commune de Bernex, on précise bien, dans le Chablais. Quelques mots déjà sur cette salle. Alors, donc c'est une salle qu'on a ouverte il y a à peu près 2 ans, ça fera 2 ans au mois de décembre. Voilà, donc qui est dans le village de Bernex, qui est une petite station de ski. Et on organise donc des spectacles d'humour, style one-man show, café-théâtre, des concerts musique actuelle, du spectacle jeune public et du cinéma. Et quelques expositions aussi dans le hall et dans le bar. Voilà. Vous fonctionnez avec beaucoup de bénévoles, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission. Effectivement, on a beaucoup de bénévoles, on en a plus d'une vingtaine, on doit peut-être friser même les 30. Ce sont des bénévoles qui sont un peu multitâches, la billetterie, l'accueil public, le bar. C'est le propre d'un bénévole. Oui, mais la distribution de flyers, d'affiches, et puis on a aussi des bénévoles, comme on dit, catering, c'est-à-dire donner à manger aux artistes, et puis les héberger, parce que bien sûr... C'est toute une vraie logistique, on n'y est pense un pas petit forcément. peu... Pas au bout du monde, mais un petit peu sur le haut du monde. Donc il faut loger ces artistes qui viennent souvent de Paris, d'ailleurs, ce n'est pas des locaux. Et puis ces bénévoles, c'est eux qui font tourner la machine finalement, parce que sans eux, et bien sûr, on ne pourrait pas fonctionner. On resitue Bernex pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est juste au-dessus d'Évian-les-Bains, à peu près 20 minutes d'Évian-les-Bains, on va dire. D'accord, pas très loin de là. Voilà, c'est une station de ski. Vous l'avez évoqué, Manon, bientôt 2 ans, un anniversaire. Quel bilan vous tirez de ces 2 premières années? Alors vraiment positif, pour le coup on sentait qu'il y avait un besoin, mais c'était quand même un challenge de faire ça au milieu de la montagne, quoi. Et je me rends compte que et les artistes et le public est vraiment présent, quoi. Les artistes adorent venir chez nous parce que justement on est au beau milieu de la montagne et on mange des bons produits locaux. Et puis il y a vraiment une proximité avec le public qu'ils aiment bien, quoi. Voilà. Il y a même des demandes pour venir en résidence artistique, pour venir créer un spectacle, répéter, tout ça justement dans un milieu montagnard, dans un petit chalet, quoi.
Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, on est vraiment content parce qu'on a eu pas mal de spectacles qui ont affiché complet, dont les vice-versa, en fait, qu'on voit. Beaucoup, là, la nouvelle saison a bien démarré, quoi, justement. L'humour, pour le coup, cartonne à chaque fois, le jeune public aussi. Donc, c'est Un bilan plus que positif. Plus que positif. Oui, parce qu'on a maintenant des soirées complètes. Donc on peut mettre complet sur la porte. C'est une fierté, ça, de pouvoir... Ah oui, mettre complet sur la porte, c'est le bonheur. Surtout les gens de Bernex qui souvent attendent la dernière minute, qui finalement se rendent compte que non, il n'y a plus de place. Arrive à voler, mais il n'y a plus de place. Quelle est la vocation de cet endroit? Le but, moi, c'était vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu culturel, Marie-Vonne aussi, pour le coup, mais parfois des milieux qui sont un petit peu plus, on va dire, éloignés des gens, justement, de la montagne, du populaire, quoi, on va dire. Le but, c'était de rendre la culture accessible à tous. Et le fait que ce soit dans un milieu montagnard et proche des gens, ça fait qu'ils ont peut-être moins peur de franchir la porte du théâtre. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois voir un spectacle, qui ne vont jamais au spectacle nulle part, quoi. C'était vraiment l'idée, quoi, d'apporter ça. Ouvrir une porte. Voilà. Leur permettre de pousser une porte. Et puis aussi l'objectif de mettre en valeur les artistes locaux, j'imagine? Surtout sur on va dire sur les premières parties, en fait, on accueille des artistes locaux on les force un petit peu à faire des compositions personnelles parce que l'idée, c'est justement pas qu'ils fassent seulement des reprises, c'est un petit peu de les obliger. Au début, ils sont un petit peu timides, mais finalement, ils nous en remercient après d'avoir pu tenter justement de proposer leur composition au moment de la première partie, quoi. Alors parlons de la saison 2019-2020 donc, qui a débuté. Quels vont être les gros temps forts, là, les choses à ne pas rater? Les choses à ne pas rater, pour le coup, il y aura Bruno Salomon le 8 décembre, mais on est complet, donc c'est à ne pas rater, mais c'est trop tard. Donc voilà, c'est le temps fort de cet automne. Après, on aura donc le spectacle de Manon Le Pomme, c'est une Belge qui viendra le samedi 23 novembre. Donc c'est vraiment un spectacle d'humour, one-woman show pour le coup, qui démarre bien aussi au niveau de la fréquentation. On aura, ce vendredi, on a un concert chanson dans un style un peu rockabilly, blues, folk, voilà, c'est vraiment un mélange des genres et c'est un chanteur qui est très très drôle, donc ça va être un mélange d'humour et de chansons, quoi, on va dire. Voilà, après, il y a pas mal de nouveautés en 2020. Je vais organiser des plateaux avec plusieurs humoristes, en fait, surtout en stand-up. Avec des humoristes qui viennent de Suisse notamment, parce qu'on a un nouveau partenariat avec un café-théâtre de Genève. Voilà, c'est un petit peu les nouveautés. Qu'est-ce qui est le plus dur dans une programmation là, pour essayer de plaire à tout le monde? Alors, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Malheureusement, après, c'est vrai que nous, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez populaire, mais quand même, voilà, de rester dans une création artistique, quelque chose de qualité, avec des artistes qui proposent des choses vraiment de qualité, comme dans des salles, des cafés-théâtres à Paris. On a vraiment les mêmes humoristes que là-bas. C'est pour ça qu'on va à Avignon chaque année pour repérer des spectacles. Moi, je vais pas mal dans des festivals de musique actuelle, etc. Donc, l'idée, c'est d'arriver, puis c'est pas forcément de se dire ça me plaît à moi, donc. Donc puis elle demande aux bénévoles aussi. Oui. J'ai pensé à ça. Est-ce que ça va vous plaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, oui. Bof. Bof. Marie-Vonne, vous êtes la présidente de l'association. Oui. Est-ce que la population du territoire, elle était en demande de ce type d'endroit, de ce type de spectacle? Oui, je pense qu'elle l'était. Oui. Peut-être le savaient-ils pas d'ailleurs. Peut-être tout d'un coup ils se sont dit ah oui finalement c'est bien. Non, il y a toujours ce moment de dire ah oui, à Bernex, ah bon, il y a une salle comme ça? Oui. Ah bon, mais c'est des locaux, c'est des amateurs. Mais non, mais pas du tout. Ce sont des gens que vous pouvez voir à Paris ou peut-être à Genève, beaucoup plus cher. Donc venez chez nous parce que c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi l'étonnement de se dire ah oui, à Bernex. Non, puis il y a cette proximité, je répète un peu ce qu'elle disait, la proximité de cette petite salle qui fait qu'entre les artistes et le public, il y a vraiment un échange
qu'on ne peut pas avoir dans une beaucoup plus grande salle. Et les artistes qui viennent après et qui leur disent « Bon, rendez-vous au bar, on va aller boire la bière de Bernex ou manger le saucisson d'à côté, du coin, le fromage de la fruitière. » Donc voilà, il y a cette proximité avec les artistes qu'eux aussi recherchent. Et après, il y a des échanges sur leur parcours avec le public. Et c'est vraiment ça donne une ambiance chaleureuse, très chaleureuse. On va d'ailleurs regarder un petit teaser. Ah ben non, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Merci en tout cas. Oui. Bon courage pour cette saison. Elle a déjà débuté. Oui. On espère que ça va continuer. Oui. Et puis peut-être à l'année prochaine, dans un an, pour fêter les 3 ans. Merci bien. Merci. Allez, on reste en quelques heures dans la culture avec mon dernier invité, Monsieur José Villot, qui est en liaison Skype avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Bonjour, vous êtes le président du festival Cinéarchie. Vous avez accueilli sur ce plateau il y a quelques temps. Festival qui fête ses 20 ans cette année. 20 ans, c'est le bel âge pour votre festival? Oui, complètement. 20 ans, c'est vraiment un chiffre qui révèle une passion qui dure depuis ces fameuses 20 années. Une passion pour le cinéma et pour l'architecture en général, globale. Beaucoup de films. Et puis cette année, la volonté d'étendre un petit peu les manifestations. Qui vont commencer dès demain au TEP pour des projections pour les enfants, puis un parcours avec un clown, Monsieur Boule, qui va nous emmener depuis la MJC des TEP jusqu'à la MJC Mikado. Ensuite, un food truck pour se restaurer, puisque il était prévu une projection nocturne. Malheureusement, il est possible qu'on transfère cette projection nocturne dans la salle du cinéma Mikado, du fait des températures qui s'annoncent demain plutôt très très proches du zéro. Mais malgré tout, donc un food truck pour la convivialité, un temps dansé participatif. Vous voyez un certain nombre comme ça d'actions tout autour des 20 ans pour fêter ce bel anniversaire. On rappelle ce festival, il a donc démarré il y a 20 ans. C'était quoi l'objectif à l'époque ? Alors l'objectif, c'était vraiment né de la passion de quelques architectes pour la transmission de l'architecture, la valorisation au grand public, sortir du côté élitiste de l'architecture, parce que quelque part, tout le monde rencontre à un moment donné de sa vie l'architecture, que ce soit par l'habitat ou par le travail, par l'école, par la ville. Et donc, c'était cette envie de valoriser ce savoir, mais de l'apporter au public, donc par le médium cinéma, qui est un médium formidable. Et depuis, on s'est rendu compte, notamment, puisque Annecy, c'est une ville du cinéma, que le festival du film d'architecture avait pris corps, était devenu ce beau festival qui fête ses 20 ans de programmation à raison de plus de 30 films par année. J'imagine que vous re-signez tout de suite pour 20 ans ? Oui, très volontiers. Donc demain, avec cette programmation pour débuter les actions autour du cinéma, puis jeudi et vendredi avec beaucoup de films, également une carte blanche à Image Passage qui va nous proposer des petits films autour de l'art et de l'architecture, une carte blanche à Art by Friends, alors là c'est une surprise, de conclusion du festival, et puis une exposition qui a été soutenue financièrement par des agences d'architectes locales, je peux les citer si vous voulez. AER Architecture, Soria, Arche de Zo, Brière, et puis alors le dernier, il va me sortir, De Jong bien sûr, qui était à l'initiative de cette proposition. Donc une très belle exposition autour de la résidence du Haras, du film qui a été fait à l'occasion de la résidence d'architectes que nous avons montée cet été à Annecy. Merci beaucoup José Villot. Nous on va regarder un petit teaser justement de cette édition 2019. Merci en tout cas à vous. Merci à vous et venez nombreux, bien sûr. Merci. Welcome to Gunship. Multiple bogies incoming.
Voilà pour cette 20e édition du festival Ciné-Archi. C'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Victoria Lopez. A tout de suite.